Bonjour. Donc très rapidement, je vais essayer de vous présenter un peu le projet de recherche qui est à la fois un projet de recherche universitaire, académique, mais qui se veut aussi avec une partie un peu militante. Moi, je ne suis pas le coordinateur. Le coordinateur, c'est la coordinatrice, pardon, c'est Annalisa Lendaro. Elle s'excuse, elle n'a pas pu venir, et donc c'est moi qui la remplace. Je fais partie aussi de ce programme. Donc, c'est un programme qui essaye de questionner le pouvoir discrétionnaire de l'État à ses frontières, et notamment les controverses socio-juridiques autour des droits des migrants. Quand on parle de pouvoir, donc le point de départ, c'est de se dire, voilà, on a un droit d'asile et plus largement l'accueil des migrants qui est mis à mal par des politiques et des pratiques d'exclusion, particulièrement en France, mais dans tout le reste, mais aussi en Europe. Le postulat qu'on a, c'est le pouvoir discrétionnaire de l'État viole certaines normes juridiques et les principes démocratiques, notamment la protection de l'enfance, mais aussi d'autres principes. Et la conséquence, c'est qu'on a aussi l'émergence de formes de protestation qui peuvent se traduire en termes de controverses socio-juridiques autour du droit des migrants, en termes de légitimité et à la fois ces controverses. Pourquoi on appelle ça controverse socio-juridique? C'est parce elles peuvent s'exprimer dans les tribunaux, sur le terrain du droit, mais aussi dans la rue, et de voir comment effectivement il y a le lien entre l'expression juridique, mais aussi les mobilisations sur le terrain. Quand on parle de pouvoir discrétionnaire, en fait, ce qu'on désigne, c'est la sphère d'autonomie à l'intérieur de laquelle les agents de l'administration, mais aussi ce qu'on appelle les faiseurs de frontières, qui peuvent être publics ou privés, c'est les transporteurs, les contrôleurs, les agents de sécurité, peuvent prendre différentes décisions au sujet des personnes étrangères en situation de migration. On n'est pas face à l'absence d'une règle, mais en fait, on est plutôt en présence d'une multiplicité d'orientations, d'injonctions, de suggestions, et qui ouvre une marge de manœuvre qui n'est pas réglée par le droit, mais qui est encadrée, mais une marge de manœuvre, une sorte de zone grise dans laquelle effectivement les agents ont une certaine liberté d'action et d'interprétation de la loi. Donc c'est ça, ce pouvoir discrétionnaire. Et évidemment, ce pouvoir discrétionnaire, il est constitutif de l'État. C'est-à-dire que l'État revendique ce pouvoir discrétionnaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on pense qu'il y a une spécificité de ce pouvoir discrétionnaire vis-à-vis des étrangers. La première chose, aujourd'hui, un non-national, pour dire comme ça, n'est pas un usager du droit comme les autres. C'est d'avant tout un sujet de contrôle avant d'être un sujet de droit. Et en réalité, aujourd'hui, les étrangers présents sur le territoire disposent de très peu de droits subjectifs, c'est-à-dire très peu de droits qui peuvent opposer à l'État et à son administration et à ses agents. Et au contraire, l'administration dispose vis-à-vis d'eux d'un fort pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire d'une large marge d'appréciation prévue par les textes, avec une imprécision des critères législatifs ou réglementaires. Par exemple, ça peut être le trouble à l'ordre public, ce genre de choses qui seront utilisées contre les étrangers. Donc voilà à peu près le cadre. Notre objectif dans cette recherche autour de ces controverses socio-juridiques, c'est donc comprendre premièrement les origines de ces controverses, donc de cette bataille entre d'un côté l'État et de l'autre les groupes de soutien migrants, les activistes et les migrants eux-mêmes, les différentes conceptions de la justice que ça symbolise, et la manière dont ça questionne les légitimités des politiques migratoires, et enfin la dimension conflictuelle et dynamique qui est mise en jeu par d'un côté l'application du pouvoir discrétionnaire et de l'autre ceux qui les contestent, et comment on a non pas quelque chose de figé, mais quelque chose qui en fait dépend du rapport de force et bouge dynamiquement dans un sens ou dans un autre selon justement les rapports de force qui sont mis en œuvre entre d'un côté l'État et de l'autre les migrants et les groupes qui les soutiennent. Bon, donc ça je répète un peu.
Voilà, on essaye d'analyser d'un côté les conditions de ce pouvoir discrétionnaire, mais aussi les conditions d'action des groupes de soutien des personnes migrantes. Et donc voilà, donc d'un côté ça veut dire que notre groupe de recherche il est multidisciplinaire, dans lequel il y a des philosophes, des anthropologues, des sociologues, des juristes. Et donc effectivement ce qu'on essaye de voir c'est de quelle manière la loi peut être utilisée comme une arme, à la fois par l'État, mais aussi par les groupes de soutien. On parlera tout à l'heure de l'accompagnement juridique, justement, et de l'accueil. Voilà. Quels sont les espaces, c'est-à-dire la rue, mais les bureaux administratifs, préfectoraux, les squats, mais aussi où des différentes conceptions de la justice émergent et là où elles s'affrontent. C'est-à-dire à la fois la rue, mais aussi les tribunaux administratifs, les tribunaux internationaux, etc. Et comment cette bataille arrive ou pas à faire évoluer ces conceptions de la justice, mais aussi le terrain directement du droit. On a 3 terrains d'enquête. La frontière franco-italienne, grosso modo entre Ventimiglia, Menton, La Roya, Briançon. La frontière basque, donc on Bayonne, en fait, pour aller vite, c'est Bayonne, Andai, Irun, mais en fait c'est l'ensemble du Pays Basque Nord, et le Calaisis. Les méthodes qu'on emploie, c'est d'abord la méthode ethnographique. Donc on est un ensemble à faire des séjours longs et répétés sur les 3 terrains, avec de l'observation, des entretiens, des recueils de matériaux audiovisuels. Il y a une analyse socio-juridique, c'est-à-dire qu'on va aussi sélectionner et voir des procès, des décisions de justice. Et donc l'idée c'est de documenter et d'analyser ces rapports ordinaires à la loi, que ce soit des demandeurs d'asile, des activistes, des fonctionnaires, des forces de l'ordre et des avocats évidemment. Je vous passe l'équipe. Donc ce qu'on veut évidemment au-delà de la recherche scientifique pour elle-même, c'est contribuer au débat sociétal autour du pouvoir de l'État et des limitations qu'il devrait avoir dans une démocratie qui fonctionne normalement. Après, évidemment, on va publier un certain nombre d'articles et de communications dans le milieu académique, mais l'idée, c'est évidemment de s'adresser au grand public par des sites internet, par des films, des documentaires, mais aussi des communications comme aujourd'hui. Voilà. Alors moi, je vais vous parler très rapidement du terrain, parce que moi, en fait, je travaille particulièrement sur le Pays Basque et sur les groupes de soutien et leur organisation au Pays Basque. Je suis allé sur le terrain au printemps. En fait, le projet démarre. On a commencé qu'à partir du mois de janvier 2019, donc on n'en est encore qu'au tout début. Donc c'est pour ça que ça ne va pas prendre trop de temps. Et là, en fait, ce que je vais essayer de vous délivrer, c'est un peu un premier compte-rendu du terrain que j'ai fait au Pays Basque pendant quelques semaines au printemps. Voilà, donc je l'ai appelé Pays Basque, frontières et migrants. Très rapidement, Pays Basque, Pays Basque, je parle du Pays Basque Nord, c'est-à-dire le Pays Basque dans l'État français. Pour ceux qui ne savent pas, le Pays Basque est coupé en 2, un côté en France, un côté en Espagne. Ça regroupe en tout 7 provinces. Mais le Pays Basque Nord, c'est un territoire pas excessivement grand, mais avec une population très faible de 300 000 habitants, avec une forte densité sur la côte. On a le BAB, qui est Bayonne, Anglet, Biarritz, qui forment pratiquement une seule agglomération maintenant. Puis Saint-Jean-de-Luz, Hendaye, qui, grosso modo, concentre pratiquement la moitié de la population voilà, sur la côte, et le reste dans ce qu'on appelle l'arrière-pays. Rapidement, sur la situation des migrants, jusqu'à partir de la situation du flux migratoire au Pays Basque, elle change à partir des années fin 2016-2017, où là, on a effectivement un afflux plus important de migrants, et entre 2017 et 2018,
La PAF estime un doublement des passages à la frontière à Hendaye. Grosso modo, de mémoire, c'est 7 000 en 2017 pour 16 000 en 2018. L'Espagne, elle, annonce une augmentation de 150% des entrées sur son territoire depuis le Maroc. Et cette densification du transit, à partir du transit migratoire via le Pays Basque, crée une présence visible et massive des migrants dans l'espace urbain, et notamment à Bayonne. En fait, ce qui se passe, c'est que la grande majorité des migrants qui réussissent à passer la frontière entre l'État espagnol et l'État français, que ce soit par Hendaye, soit par la montagne du côté de Saint-Jean-Pied-de-Port, etc., en fait, une grosse partie se retrouve à Bayonne, qui est la capitale du Pays Basque, mais surtout la sous-préfecture, et c'est là où ils espèrent pouvoir trouver ensuite les transports qui vont leur permettre de continuer leur route, soit en France, soit vers l'Angleterre, soit ailleurs. Et à partir de 2018, on a vraiment un afflux très important, puisqu'à Bayonne, journalièrement, les associations qui se créent recensent à peu près l'arrivée de 200 à 300 personnes par jour. Et donc, à partir de 2018 à Bayonne, on a une situation où, de manière très visible, on a des dizaines et des dizaines, voire des centaines de migrants qui campent dans le centre-ville, place des Basques, qui est juste à côté de la mairie, en attendant de trouver les moyens de transport qui vont leur permettre de quitter le Pays Basque et de rentrer, peut-être d'aller sur Paris ou ailleurs. Cette situation, elle va créer une certaine mobilisation. Mais ça, je vais en parler un petit peu plus tard. Juste pour dire qu'on a commencé donc à essayer de voir un peu quels sont les groupes qui se mobilisent au Pays Basque sur les migrants, au-delà des associations nationales comme la CIMAD ou le CCFD ou d'autres qui sont présentes au Pays Basque aussi. Mais au Pays Basque, il y a deux associations qui sont importantes et qui sont une traduction locale du contexte du terrain au Pays Basque. Il y a la première association qui a été créée entre fin 2015 et 2016, qui s'appelle les Etorkinekin, donc c'est en basque, ça veut dire avec les migrants. Donc là, c'est un collectif d'associations, en fait, de syndicats, de partis, qui sont regroupés à fin 2015, début 2016. Donc dedans, vous avez l'ensemble des partis politiques basques, depuis la gauche française jusqu'aux partis indépendantistes ou aux regroupements électoraux indépendantistes basques, mais vous avez aussi des syndicats, y compris indépendantistes. Vous avez aussi un ensemble d'associations comme la CIMAD, le CCFD, etc. Ça, c'est donc qui crée ce qu'ils appellent un Etorkinekin national, donc qui va chapeauter l'ensemble de collectifs locaux qui se créent un peu partout au Pays Basque. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que si vous vous rappelez ce que je vous ai dit au début, une population de 300 000 habitants, surtout sur la côte, et donc une majorité dans l'arrière-pays de petites communes qui font moins de 5 000 habitants. Or, très rapidement, sur le Pays Basque, sur l'ensemble du Pays Basque, se créent des groupes locaux de soutien aux migrants. On en est à peu près à une quinzaine aujourd'hui, à Saint-Palais, à Saint-Jean-Pied-de-Port, à Hasparren, à Mauléon, à Ustaritz, et aussi évidemment dans le BAB, à Bayonne, à Saint-Jean-de-Luz, à Hendaye. Mais si vous pensez que Saint-Palais, Saint-Jean-Pied-de-Port, Hasparren, Mauléon, tout ça, c'est des communes de moins de 5 000 habitants, et dans lesquelles vous avez des collectifs d'Etorkinekin de soutien aux migrants qui se créent et qui regroupent des dizaines, voire pour certains, des centaines de membres et d'adhérents ou de sympathisants. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Ces groupes-là, d'Etorkinekin, se concentrent sur trois aspects. Au départ, c'est avant tout un travail politique et citoyen, voilà, de mobilisation, de réveil, d'information, mais aussi de, entre guillemets, combat politique contre les pratiques, voilà, les politiques migratoires menées par l'État français. Mais aussi se met en place très rapidement un réseau d'hébergement privé et semi-institutionnel, et je vous expliquerai pourquoi le semi-institutionnel, notamment pour les mineurs, mais aussi les familles déboutées. Par exemple, quand moi je faisais le terrain donc, au printemps, il y avait plus d'une centaine de personnes qui
qui étaient hébergés sur Bayonne. Voilà, centaines de personnes migrantes, mineurs, majeurs, déboutés. Et donc, ça c'est la deuxième chose. Et ce qui est venu avec le réseau d'hébergement, c'est l'accompagnement juridique. Et ça c'est intéressant de voir, mais j'imagine que vous êtes des militants, vous pouvez le savoir, c'est-à-dire que généralement, le fait d'héberger, de commencer à héberger de manière urgente des gens qui sont dans la rue, etc., et de les héberger chez soi, et de commencer à se projeter dans le long terme, ça suppose l'accompagnement juridique. Parce que l'idée, c'est effectivement que si on veut pouvoir garder ces gens et commencer à projeter un avenir, il va falloir gagner le fait qu'ils puissent rester. Vu qu'ils sont illégaux, il va falloir les transformer en légaux, entre guillemets. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que dans les discussions, dans les entretiens que j'ai eus avec beaucoup de ces groupes, c'est qu'ils ont dû se former à l'accueil juridique, alors souvent par le biais de la CIMAD, notamment, qui a fait pas mal de formations, etc. Mais voilà, ont dû se former sur le tas pour pouvoir maintenir l'accueil et l'hébergement des gens qu'ils avaient commencé à héberger. Le deuxième groupe assez intéressant et important, mais là c'est surtout sur ce qu'on appelle le BAP et en fait qui est basé à Bayonne, c'est Diakité. En fait le nom c'est le nom du premier jeune hébergé à Bayonne. Donc c'est une association qui se crée en octobre 2018 avec la montée en puissance de l'arrivée des migrants sur Bayonne, ce que je vous ai expliqué, le fait que il y avait énormément de migrants qui campaient directement, qui étaient à la rue en fait. C'est une association qui se crée vraiment par les réseaux sociaux, par Facebook, par Twitter, voilà, il y a quelques jeunes basques qui commencent à se mobiliser en disant c'est pas possible, on peut pas laisser les gens comme ça à la rue. Ils créent un groupe Facebook et en quelques jours, il y a plus de 400 membres et qui commencent à faire des maraudes et du coup, il y a assez rapidement une pression populaire qui se crée, y compris qui s'appuie sur les tortinéquines locales qui existent déjà, et qui fait que assez rapidement, la mairie de Bayonne, elle est obligée de faire quelque chose. Alors il se trouve que, et ça je vais en parler, il y a un contexte politique un peu particulier, c'est le Pays Basque, mais toujours est-il que quelques semaines plus tard, la mairie de Bayonne ouvre un énorme bâtiment qui est un ancien bâtiment militaire qui appartient à la mairie et le donne directement à cette association, finance la nourriture pour les gens qui vont héberger et donc crée en fait l'association Diakité, la mairie plus une autre association semi-institutionnelle qui s'appelle AFRBA, crée le centre Paosa qui recueille aujourd'hui pratiquement 300 personnes. C'est un centre de transit, mais qui est cofinancé par la mairie. Voilà. L'autre chose qui est assez intéressante au Pays Basque Nord, mais c'est pareil au Pays Basque Sud, c'est la question de la visibilité du soutien aux migrants. C'est-à-dire que dans le Pays Basque Nord, la question des migrants, du soutien aux migrants, y compris sur les questions d'hébergement, y compris d'illégaux, etc., de passage à la frontière, ça s'affiche assez ostensiblement. Alors là, je vous ai montré une petite photo, mais si vous allez à Bayonne ou si vous allez dans d'autres villes du Pays Basque Nord ou Sud, vous verrez souvent accrochés au balcon ces drapeaux qui sont les Ongi Etorri Ere Fuxiatiak, qui grosso modo veut dire welcome, bienvenue aux réfugiés. Donc enfin, moi pour l'instant j'ai pas vu ça ailleurs de cette façon, d'une façon aussi visible, aussi importante. Là il y a une autre chose, c'est qu'au Pays Basque vous avez une course de promotion de la langue basque qui traverse l'ensemble du Pays Basque Nord et Sud. Donc c'est une course qui dure 10 jours et qui rassemble plusieurs dizaines de milliers de participants. Et il se trouve que depuis 2-3 ans, ce sont des réfugiés qui terminent la course. Voilà. Et qui sont officiellement, qui portent alors ils ne se font passer pas un flambeau, mais enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais toujours est-il que là, on est dans une course qui est pratiquement, qui a un vieux fond militant qui est celui de la lutte pour la reconnaissance de la langue basque,
mais qui est aujourd'hui devenu un événement quasi institutionnel financé par la communauté d'agglomération basque, des municipalités au Pays Basque Nord, au Pays Basque Sud, etc. Et la première ligne des gens qui courent, ce sont des réfugiés qui sont illégaux et qui ont des dossards, etc. Et, voilà. Et ça en vient en poser quand on compare avec ce qui se passe dans la Roya ou à Briançon ou même à Calais. Ça en vient à poser la question de la répression de l'État. Et c'est vrai qu'il y a, y compris des acteurs de la mobilisation pour les migrants qui, soit, par exemple, j'ai interviewé des salariés de la CIMAD, mais d'autres gens, tout le monde reconnaît que dans le contexte du Pays Basque, il y a un contexte répressif bien moins fort, ou en tout cas jusqu'à maintenant, ça peut changer, hein, mais qui est quand même bien moins fort que ce qu'on trouve sur d'autres frontières comme la frontière franco-italienne ou Calais par exemple. En fait, il y a le sentiment que l'État au Pays Basque évite la confrontation, en tout cas qui ne met pas en œuvre les mêmes moyens, les mêmes mécanismes de répression qu'on peut voir dans la Roya ou à Calais. Ça ne veut pas dire que tout se passe bien, hein. On est loin y compris à Hendaye, il y a effectivement des reconduites à la frontière illégale, il y a malgré tout la PAF et l'État qui jouent leur rôle d'empêcher les gens de rentrer, et y compris de les empêcher même de manière illégale, etc. Mais cela dit, il y a quand même pas les mêmes moyens que dans d'autres endroits. Et il y a des exemples assez intéressants. Notamment, il y a le dernier cas au Pays Basque de tentative. Alors là, il y en a un maintenant, qui vient juste d'arriver, un migrant homosexuel, je crois qu'il vient de l'Ouganda, ou je ne sais plus, qui est en train d'être reconduit à la frontière. Mais là, il y a une grosse mobilisation qui se prépare. Mais il y a 2 ans, à Hasparren, il y a 2 jeunes migrants ivoiriens qui étaient là depuis donc pas il y a 2 ans, je dis des bêtises, en 2018, il y a 2 jeunes migrants ivoiriens qui sont arrêtés par une brigade de gendarmerie, pas locale, mais qui les arrête, qui s'aperçoit qu'ils sont illégaux, et donc les envoie à la gendarmerie locale. Et dans les 2 heures, la gendarmerie locale, elle était assiégée par plus de 300 personnes qui ont dit, nous, on sait que nos 2 jeunes, ils sont dans la gendarmerie, personne ne sortira de la gendarmerie tant qu'on n'aura pas récupéré nos 2 jeunes. Donc ça a duré jusqu'à 3 heures du matin, avec un député qui est venu, un conseiller départemental, le maire, et les gendarmes qui étaient complètement enfermés dans leur gendarmerie, et on finit à 3 heures du matin par rendre piteusement les 2 jeunes à la population, certes avec une OQTF, mais en les rendant libres, et en disant il faut qu'ils s'en aillent. Et les gens du coin disant, mais de toute façon, l'OQTF, oui, le territoire français, pas de souci, ils vont le quitter, de toute façon ils viennent de le quitter, puisque le territoire français il s'arrête aux portes de la gendarmerie. Ici, on est au Pays Basque. Donc, voilà. Mais il se trouve que, au-delà de la blague, la famille qui accueillait ces 2 jeunes était une famille très connue. Le chef de famille s'appelle Charlo Etzezarreta, c'est dur, Etzezarreta. Et c'est une figure très importante de la lutte d'indépendance basque. Y compris un ancien militant de TA, etc. Et donc, le député n'est pas venu par hasard. Il est venu en disant aux gendarmes, vous avez arrêté 2 jeunes migrants, c'est une chose, ne touchez pas à la famille. Surtout ne touchez pas à la famille, parce que si vous faites ça, c'est l'ensemble du processus de paix que vous mettez par terre. Et donc, voilà, cet exemple il est intéressant à mon avis, parce que au-delà de cette mobilisation importante des Basques, enfin,
dans cette localité d'Asparin, dans ce tout petit bourg, en fait, cette absence de répression, ou en tout cas cette répression moins forte qu'ailleurs, elle s'explique notamment parce qu'au Pays Basque, on est dans un contexte politique particulier, qu'il y a eu 60 ans de lutte pour l'indépendance, qu'en 2011, il y a la fin de la lutte armée au Pays Basque, qu'en mai 2018, il y a la dissolution de l'ETA, et que donc on est dans un pays, entre guillemets, un territoire, alors certains le disent de manière un petit peu cynique ou ironique, en voie de pacification, mais dans lequel il y a plusieurs choses qui se jouent, et notamment l'importance du mouvement indépendantiste, ce qui fait que, premièrement, il y a un maillage associatif, culturel, syndical, politique qui s'est construit dans la lutte pour l'indépendance, et que c'est une partie de ce maillage militant qu'on retrouve dans la lutte de soutien aux migrants. Ça, c'est la première chose, et c'est un maillage quand même qui explique qu'effectivement, dans des petits bourgs à côté de Moléon, dans lequel il y a 300 personnes, vous aurez quand même un petit collectif, etc., qui est souvent animé par des militants indépendantistes. Alors pas que, hein, il y a aussi tout le versant catholique qui est aussi très fort au Pays Basque Nord. Mais il y a cette volonté politique du mouvement indépendantiste de porter la question migratoire, et de la porter à la fois de manière militante, mais de manière politique, comme aussi le fait de dire, voilà, nous, mouvement indépendantiste nationaliste, contrairement à la façon dont on nous présente, nous ne sommes pas recroquevillés derrière un mouvement chauviniste, raciste, etc. Au contraire, nous, on a toujours eu une dimension internationaliste, on a toujours eu une dimension d'ouverture du Pays Basque, et donc, nous, on veut démontrer que le mouvement indépendantiste ou autonomiste, ça dépend comment... il est capable de trouver des solutions en termes d'accueil et d'inclusion dans le territoire basque. Et que donc nous, on s'oppose aux politiques de l'État français et on montre qu'on peut être une alternative, y compris en termes de politique migratoire, etc. La troisième chose, donc du coup, pour l'État, il y a aussi un enjeu sécuritaire. C'est que certes, le flux migratoire au Pays Basque, ça fait partie de... Voilà, c'est une chose importante, y compris pour l'État et dans la vision de politique publique qu'ils ont vis-à-vis des migrations. Donc c'est aussi un flux qu'il faut arrêter ou qu'il faut limiter. Mais c'est quand même bien moins important que de maintenir une certaine pacification du Pays Basque. Et qu'à partir du moment où il y a une partie du mouvement indépendantiste qui s'est saisie de la question migratoire, prendre le risque de lui imposer le même type de répression qu'il mène à Calais, par exemple, ou qu'il mène à la Roya, c'est prendre le risque de remettre de ressouffler sur les braises d'un conflit qui est en voie d'apaisement. Et donc, l'enjeu, a priori, n'en vaut pas encore la chandelle. Et donc, la troisième dimension, dernière dimension qui est assez intéressante à voir, c'est justement ce qui s'appelle comment la question migratoire, elle rentre aussi dans ce qu'on appelle le consensus basque. C'est-à-dire que le consensus basque, c'est au-delà du mouvement indépendantiste, c'est la volonté commune qui dépasse largement la mouvance nationaliste, mais qui regroupe aussi une partie de la démocratie chrétienne. On parle généralement d'Abert Saloïd, c'est-à-dire grosso modo le mouvement indépendantiste, il est Abert Salé. Et quand on dit Abert Saloïd, ça veut dire des hommes ou du personnel politique qui peut être proche sans pour autant être officiellement indépendant, etc. Mais il y a cette volonté commune d'arriver à des institutions qui soient de plus en plus autonomes vis-à-vis de l'État français. Et notamment la création de la communauté d'agglomération du Pays Basque, la Chambre d'agriculture alternative du Pays Basque, etc. Et ce sont des institutions, notamment la communauté d'agglomération du Pays Basque, qui ne sont pas des institutions qui sont pilotées par le mouvement indépendantiste. La communauté d'agglomération du Pays Basque, elle est dirigée aujourd'hui par Etxegaray, qui est le maire de Bayonne, et qui fait partie de la démocratie chrétienne, qui était encore il y a peu de temps affilié à l'UDI, je crois. Mais dans le cadre de ce consensus, sur la volonté d'avoir quand même des institutions qui s'autonomisent,
de fait, il y a des liens qui se créent et, avec les collectifs militants. Et ce qui explique, ou en tout cas ce qui explique par exemple donc l'histoire du centre Paosa, c'est-à-dire que vous avez des collectifs militants plutôt proches, indépendantistes ou assez proches, qui se mobilisent sur la question, une municipalité celle de Bayonne qui donne voilà, des bâtiments pour accueillir les migrants, mais si vous allez à Saint-Palais, la municipalité elle fournit un appartement au collectif Les Torquines Locales pour loger des familles illégales. Alors la question de la légalité et de l'illégalité, c'est quelque chose d'assez extraordinaire aux Pays-Bas, parce que les militants, les collectifs, etc. disent nous l'illégalité, ça fait des décennies qu'on vit dedans, donc on s'en fout. Et quand vous leur demandez, oui mais la mairie de Saint-Palais, elle vous donne un appartement, il y a une famille qui vit dedans, vous savez qu'ils sont illégaux, et ils disent ah oui mais la municipalité, eux ils savent pas. Bon, voilà. À Moléon, c'est la mairie qui finance aussi un logement pour les torquines locales. À Hasparren, la municipalité elle a refusé le logement, mais elle a dit ok pour elle subventionne le collectif local. Et si vous allez dans tout un tas de petits bourgs comme ça, vous vous apercevez que il y a un jeu de pression et de négociation avec les municipalités qui fait que on est dans une situation où les collectifs militants ont un rapport avec les institutions. Moi, à Toulouse, on rêverait de pouvoir comme ça avoir. Par exemple, la dernière fois à Hasparren, ils ont organisé une manifestation. Ça faisait partie d'un truc qui s'appelait les 12 heures, je ne sais plus, en Europe pour les migrants, ou bref. La manif, elle était annoncée sur le site de la mairie. Voilà. Donc il y a ce rapport-là qui est quand même assez. Alors, qui existe peut-être dans certains endroits en France, je ne dis pas, mais de manière aussi systématique, ça me semble assez intéressant. Non, mais grosso modo, donc voilà, là il y a aussi quelque chose à créer, mais ce qui nous interroge et nous fait dire que, pour revenir à notre question de départ sur le pouvoir discrétionnaire, et bon, il y a encore tout un pan que moi j'ai pas eu le temps de voir, mais oui, je voulais terminer là-dessus. Aujourd'hui, le maire de Bayonne porte plainte contre l'État français. Parce qu'il demande à ce que l'État français l'aide à financer l'accueil des migrants sur Bayonne, en disant l'État français ne répond pas à ses missions premières, etc. Et ce qui est assez intéressant, parce que là, quand on regarde le Pays Basque, la question qu'on se posait au début sur, en fait, comment le pouvoir discrétionnaire s'applique, et à quel point c'est aussi l'expression d'un rapport de force. C'est là, en tout cas, ce qu'on commence à apercevoir au Pays Basque, c'est que dans le cadre où le rapport de force il est moins fort il est moins au bénéfice de l'État qu'ailleurs, il se trouve que, y compris des institutions qui sont censées être quand même représentées en partie l'État, il se trouve que même l'État lui-même, qui a une sorte de négociation, ou en tout cas, l'État est obligé de négocier son pouvoir selon le rapport de force, selon le territoire. Et donc, pour le coup, alors évidemment, là, cette présentation, elle est très rapide, et par ailleurs, on n'en est qu'au début du terrain, donc c'est pas tant une analyse que je vous ai présentée, plus qu'une description un peu de ce qui se passe, mais ça pose, à notre avis, il faudra le creuser en termes justement de décisions juridiques aussi, de voir voir les procès, comment ils se passent, voir comment se passent aussi les recours au TA, etc. Mais voir effectivement comment, dans ce cadre-là, et en comparant avec Calais et avec la frontière italienne, voir effectivement à quel point la vision qu'on a de l'État français comme une république une et indivisible, et un État qui s'applique de la même manière monolithique partout, tout qu'on fait, c'est plus subtil que ça, plus complexe que ça, et qu'y compris avec des rapports de force politiques qui mettent l'État en difficulté, comment celui-là il est obligé de négocier, y compris l'application de son pouvoir
selon les territoires et selon les configurations politiques. Voilà, merci.